Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et mes amis, je crois qu'on est enfin à la semaine que vous attendez depuis le début de l'année. C'est la semaine spéciale Halloween. Normalement, je dis bien normalement, si j'arrive à tenir le rythme, il y aura une vidéo du lundi au vendredi, ainsi qu'une compilation pendant le week-end. C'est pour fêter le mois de l'horreur, c'est vraiment le mois qui correspond le mieux à ma chaîne YouTube. Je vous le rappelle, le 11 novembre, il y a un concours sur Instagram pour gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, prenez une petite boisson, un petit truc à manger, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire que je vais vous raconter, elle nous vient d'une jeune femme qui s'appelle Inès. Inès, elle a 26 ans et elle vit seule depuis 2 ans dans un petit appartement plutôt mignon. C'est un 2 pièces qu'elle adore parce que c'est là qu'elle passe la plupart de son temps, en particulier lorsqu'elle ne travaille pas. Elle nous explique qu'elle travaille dans une agence de communication où elle est en alternance, donc elle jongle un peu entre les cours et le boulot. Alors, on est d'accord, c'est pas un rythme évident, mais elle aime bien parce qu'elle apprend beaucoup de choses et elle a vraiment l'impression d'avancer comme il faut. Ses parents, ils n'habitent pas hyper loin, mais elle ne les voit pas souvent. Elle nous raconte qu'elle leur rend visite le dimanche quand elle n'a pas la flemme, et que c'est surtout pour passer du temps avec son petit frère. Lui, c'est un ado, il passe sa vie sur la console, donc j'ai envie de dire jusque-là, rien d'anormal. Côté relation amoureuse, Inès nous raconte qu'elle est célibataire depuis un petit moment. Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie de trouver quelqu'un, mais elle a eu des histoires qui sont plutôt mal terminées par le passé. Rien de dramatique, juste des relations plus ou moins bancales, et surtout qui sont tombées au mauvais moment, ou juste qu'elle n'a pas rencontré les bonnes personnes. Alors Inès, elle finit par se dire qu'elle va laisser les choses faire sans se prendre vraiment la tête. Ses amis la poussent parfois à sortir et à rencontrer du monde, et c'est justement à force d'entendre des trucs du genre vas-y, télécharge une appli de rencontre, télécharge Tinder, au pire tu rigoles, tu passes un bon moment et c'est tout. Eh bien c'est à force d'entendre ce genre de trucs qu'un jour elle décide de l'installer et de voir ce que ça donne. Au début, c'est juste pour scroller un petit peu pour voir s'il y a des personnes qu'elle connaît, mais au bout de quelques jours, elle tombe sur un profil qui attire son attention. Le gars est super beau, ils ont les mêmes centres d'intérêt et surtout, ils matchent. Du coup, c'est l'occasion de lui parler et c'est Inès qui lui envoie le premier message en lui disant juste un truc du style « Coucou, j'ai vu qu'on avait matché ». Et à partir de là, ils commencent à échanger des messages sur l'application. Alors, elle nous décrit le mec, elle nous dit qu'il a un visage assez doux, un sourire qui, au premier regard, paraît sincère, et surtout, une manière d'écrire qui la met à l'aise tout de suite. Ce ne sont pas des phrases toutes faites générées par GPT, c'est pas des compliments lourds, pas un humour de beauf, enfin elle nous raconte que c'est vraiment agréable de discuter avec lui. Apparemment, ce gars il travaille dans l'événementiel, il aime cuisiner, il parle avec humour, et surtout, il pose des questions intéressantes. Et ça, Inès, c'est quelque chose qu'elle adore. Bon, notre amie, elle se dit que pour une fois, ça a l'air d'être quelqu'un de normal et de tranquille, et elle se demande même ce que le gars fout sur cette application de rencontre. Bref, pendant un petit moment, chaque soir, ils s'écrivent des messages, et très vite, une sorte de complicité s'installe entre les deux. Inès, elle trouve que le gars a l'air hyper attentif. Par exemple, il lui demande ses goûts, quelles sont ses séries préférées. Il retient même des détails de leur conversation et Inès, elle trouve que c'est assez rare. Parce que jusqu'à maintenant, elle est tombée sur des mecs qui n'écoutaient pas vraiment ce qu'elle disait. Donc là, ça lui fait tout bizarre. Au bout d'une semaine, ce mec lui propose qu'ils se voient. Alors, il ne propose rien de très fou, simplement d'aller boire un verre pour faire connaissance. Enfin, faire connaissance, pas vraiment, mais plutôt discuter en vrai et passer un agréable moment. Inès, malgré le fait qu'elle lui parle depuis quelques jours quand même, elle hésite un peu parce qu'elle a toujours cette petite appréhension des premières rencontres, mais elle finit par accepter. Le jour du rendez-vous, elle ressent cette excitation un petit peu bizarre qu'on a lors des premières rencontres. Carrément, elle ne sait pas comment s'habiller, mais elle ne veut pas trop en faire. Mais d'un côté, elle n'a pas envie de paraître négligée non plus, donc c'est un gros dilemme. Elle passe beaucoup de temps devant le miroir, elle met un jeans, un petit pull, enfin bref, quelque chose de simple mais qui lui donne confiance. Et elle se dit qu'au pire, même si c'est nul, elle aura passé une soirée sympa à boire un verre et elle rentrera. Le bar où ils ont rendez-vous se trouve dans une rue qu'elle connaît bien, pas trop loin du centre. C'est un endroit calme mais pas vide, donc juste ce qu'il faut pour se sentir à l'aise. Et quand elle arrive au bar, l'homme il est déjà assis là, au fond, et elle reconnaît son visage tout de suite. Inès, elle nous dit qu'il est encore plus beau que sur les photos. Il se lève, il lui dit bonjour avec un grand sourire et tout de suite, elle se sent en confiance, elle se sent rassurée. Le début du rendez-vous se passe extrêmement bien, vraiment c'est un moment juste parfait. Ils parlent comme s'ils se connaissaient depuis extrêmement longtemps, ils rigolent super bien, ils comparent même leurs goûts musicaux, leurs expériences qu'ils ont eues sur l'application de rencontre, enfin bref, plein de petites choses agréables qui détendent l'atmosphère. Inès, elle se dit qu'elle a bien fait de venir et que peut-être elle avait juste besoin de trouver quelqu'un avec ce genre d'énergie qui est plutôt positive et ça peut que aller bien. Le gars, franchement, il a beaucoup de qualités, il est très galant, il lui propose même de goûter son cocktail et par-dessus tout,
il l'écoute quand elle parle. Et ça, pour Inès, mes amis, c'est extrêmement important. Mais très vite, un détail commence à la déranger. Alors, c'est rien d'horrible au début, mais c'est juste la manière qu'il a de la regarder un peu trop longtemps avec admiration. En mode, Inès, c'est une œuvre d'art. Il lui répète plusieurs fois qu'elle est exactement le genre de fille qu'il attendait depuis toujours. Inès, elle sourit, mais au fond d'elle, elle se dit que c'est peut-être un petit peu rapide pour dire ce genre de choses. Après tout, ils ne se connaissent pas encore vraiment, ils ont discuté un petit peu par message, mais ça s'arrête là. Et au fil de la discussion, notre amie, elle nous raconte que le mec, il devient encore plus personnel. Il parle de sa vision de la vie, du couple, de la fidélité. Bon, vous allez me dire, autant être honnête dès le début, mais après ça, il parle carrément de fonder une famille avec Inès. Il lui dit qu'ils vivront ensemble, qu'elle n'aura plus besoin de travailler, qu'elle quittera donc son alternance, et que c'est lui qui gérera absolument tout, dont les dépenses familiales. Là, Inès, elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'ils se connaissent pas du tout, enfin, ils se connaissent à peine, mais pas plus que ça. Et c'est surtout pas le genre de vie qu'elle veut. Elle se dit que voilà, c'est un mec qui est peut-être très extrême dans le sens où il vit tout à fond, mais ça la met un petit peu mal à l'aise. Le gars en rajoute une couche, il lui dit qu'il cherche une femme sérieuse, qui veut se marier jeune et qu'il est absolument prêt à tout donner à la bonne personne. Il parle vraiment avec passion, il a l'air convaincu de ce qu'il dit, mais le problème, c'est qu'Inès, elle se sent piégée dans une discussion qu'elle n'a pas envie d'avoir au premier rendez-vous, parce que l'idée, c'est de se connaître et pas d'aller au point où on dit on va se marier dans 3 jours. Elle essaye tant bien que mal de rediriger un petit peu la conversation vers des sujets plus légers, mais lui, il revient toujours sur cette idée d'avenir et d'engagement comme si il la testait. Inès, à ce moment-là, elle commence à sentir un gros malaise qui s'installe. Elle nous dit même que son instinct, il lui crie de rentrer chez elle, mais elle va rester encore un petit coup. Le mec continue son monologue, il s'enflamme sur le mariage, les enfants et même la religion, comme si elle devait vraiment suivre ce qu'il disait sans rien dire et sans le contrarier. À un moment, elle prend son courage à deux mains, elle finit par lui dire, calmement, que c'est trop, qu'elle le trouve sympa mais que ça va beaucoup trop vite pour elle. Elle lui explique qu'ils se connaissent à peine et donc qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de ce genre de choses. Et elle termine en disant que voilà, il est tard et qu'elle va probablement rentrer chez elle. Alors Inès, elle est honnête, elle nous dit qu'elle est dégoûtée que ça se passe ainsi, parce qu'au début, tout allait extrêmement bien. Du coup, lui, il la regarde sans vraiment comprendre, un peu comme s'il n'arrivait pas à accepter ce qu'elle venait de dire. Et au moment où Inès se lève, le mec lui dit « Tu verras, tu vas changer d'avis ». Et il rajoute une couche en lui disant « Tu sais, moi, je sais détecter quand une histoire elle est écrite. » Bon, Inès, ça la fait légèrement flipper, elle lui dit « Écoute mon garçon, je préfère que ça s'arrête là. » Elle prend juste son portefeuille en laissant ses affaires sur sa chaise et elle va au bar pour payer sa consommation. Quand elle revient, le mec a déjà pris ses affaires pour les lui tendre, avec un sourire un petit peu glauque. Elle les récupère, elle lui dit au revoir et elle quitte le bar sans se retourner. Sur le chemin du retour, Inès repense à la soirée et elle se dit que ce n'était pas catastrophique, mais que c'était quand même bien chelou. Elle se dit qu'il était peut-être maladroit ou trop direct, mais dans tous les cas, elle va vite passer à autre chose. Malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce date, il va la suivre pendant un petit moment. Inès, au bout de quelques minutes de marche, elle finit par rentrer chez elle, elle se fait un truc à manger et elle se pose dans son canapé. Quelques heures plus tard, notre amie entend des bruits de pas dans le couloir de son immeuble. Elle pense alors que c'est un voisin qui rentre chez lui, mais bizarrement, elle n'entend pas sa porte d'entrée s'ouvrir. Comme elle est assez curieuse, elle va regarder dans le couloir et ce qu'elle va y trouver va lui paraître extrêmement étrange. Elle ouvre la porte de chez elle et dans le couloir, il n'y a absolument personne. Par contre, quelqu'un a déposé quelque chose sur son paillasson et il s'agit d'une rose noire. Alors, à ce moment-là, elle se demande pas du tout d'où ça peut provenir, elle trouve ça juste trop mignon. Elle la prend et elle l'emmène chez elle. D'ailleurs, elle ne sait même pas si ça lui est vraiment destiné, mais elle nous explique que ça a peu d'importance. Elle la pose chez elle et elle se remet sur le canapé et elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, Inès se lève vers 7h30 et elle se rend au travail comme d'habitude. Sa journée se passe bien et elle raconte même à une ou deux collègues qu'elle a probablement vécu le pire date de toute sa vie. Et bref, elle raconte ça comme une petite anecdote qui fait rigoler tout le monde. Elle fait son taf comme d'habitude et vers 17h, quand elle finit sa journée, elle rentre chez elle directement. En rentrant, Inès remarque qu'il y a encore quelque chose sur son paillasson, mais cette fois-ci, ce n'est pas une fleur, c'est une grosse boîte de chocolat. Il y a même un petit mot qui est écrit dessus et il dit « Tes préférés, c'est des chocolats pralinés au caramel. » Notre amie, elle est trop contente parce qu'elle est fan de chocolat et comme c'était son anniversaire il y a une semaine, elle se dit que le cadeau, il vient sûrement d'un de ses proches qui a pensé un petit peu en retard. Elle attrape la boîte de chocolat, elle court vers son canapé pour en manger quelques-uns. Mais lorsqu'elle croque dedans, elle sent une texture bizarre. Bon, vu que le chocolat est assez gros, elle en croque une partie, elle sent cette texture, elle se dit « Bon, c'est un goût qui est particulier. » Elle l'avale, elle prend une deuxième morse et là elle se dit « Putain, c'est bizarre, le chocolat, j'ai l'impression qu'il bouge sur ma langue. » Par réflexe, elle regarde le morceau de chocolat qui lui reste dans la main. Et là, elle se retient de gerber. Lorsqu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur, elle commence vraiment à bader parce que ce bout de chocolat, c'est pas un praliné aux noisettes, c'est une couche de chocolat à l'extérieur
et à l'intérieur, il y a des petits verres. Elle crache immédiatement ce qu'elle a dans la bouche et elle passe sa soirée dans la salle de bain à vomir pendant des heures et surtout à se rincer la bouche. Elle se dit mais c'est quoi ce bordel? Des chocolats, ça pourrit très rarement. En tout cas, pas comme ça, donc c'est obligé que ce soit la personne qui a envoyé le colis qui a volontairement piégé les bouts de chocolat. Mais vu que Inès pense que les chocolats sont un cadeau d'anniversaire, c'est complètement chelou. Vous vous imaginez bien, elle se vénère comme pas possible et elle appelle sa meilleure amie pour tout lui raconter. Sa pote lui conseille d'appeler son entourage pour leur demander s'ils ont une idée de qui ça pourrait provenir. Comme ça, elle pourra mettre un nom sur le coupable. Mais après avoir fait le tour de tout son répertoire, Inès n'a que des réponses négatives. Personne ne lui a envoyé ce paquet pour son anniversaire ou pour n'importe quelle autre raison. Mais alors, d'où est-ce que ça peut bien provenir? Forcément, notre amie, elle pense immédiatement à quelqu'un, c'est ce fameux mec avec qui elle a eu un date quelques jours avant. Mais elle sait très bien que ça ne peut pas être lui parce qu'il ne connaît pas son adresse. Encore, vous me direz, s'il était venu la chercher et qu'ils étaient allés ensemble au bar, pourquoi pas, mais là, ce n'est pas possible parce qu'elle la rejoint directement sur place. Notre amie comprend très vite que quelqu'un lui en veut et bizarrement, elle a l'intuition que ce n'est que le début des emmerdes. Donc elle reste sur ses gardes et elle essaye de plus ou moins vivre normalement. Le lendemain, elle se rend au travail en étant hyper crevée parce qu'elle n'a juste pas dormi de la nuit à cause de cette histoire. Elle essaye de se persuader que c'est juste un malade qui lui a fait une blague dégueulasse, mais quand elle arrive au travail, elle trouve une enveloppe blanche sur son bureau. Son premier réflexe, c'est de regarder autour d'elle et elle remarque qu'il n'y a personne dans l'open space. Après tout, elle est bien en avance, donc c'est logique qu'elle soit seule. Mais la question qu'elle se pose, c'est du coup, qui a posé la lettre? Ou du moins cette enveloppe. À l'intérieur, lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre une sorte de poème. Sauf que, vous allez voir, ce n'est pas un poème normal, c'est un texte hyper macabre où il est écrit mot pour mot, et je vous jure c'est extrêmement malaise, mais sous ta langue fond le chocolat, mais c'est mon cœur que tu croqueras. Je t'aime assez pour t'ouvrir en deux et laisser les vers danser dans tes yeux. Mes amis, rien qu'en vous lisant ça, j'ai eu des frissons de malaise, donc imaginez bien l'état d'Inès à ce moment-là. C'est extrêmement glauque et immonde ce qui est écrit. Inès, ça ne la fait pas rire du tout, et elle trouve ça abominable de recevoir des trucs comme ça, encore plus sur son lieu de travail. Comme elle n'est pas du genre à se laisser faire, elle va directement voir son directeur pour lui montrer le poème entre guillemets qu'elle a reçu. Et tout naturellement, elle lui dit qu'elle pense que c'est quelqu'un de l'entreprise qui la harcèle et qui a déposé ce truc sur son bureau. Sauf que, vous imaginez bien, son patron, il ne sait pas quoi lui dire. Inès sort du bureau, elle passe sa journée avec la boule au ventre et elle ne fait que de penser à ces mots plus ou moins glauques, qui, on va le dire, la menacent clairement de mort. En rentrant chez elle, Inès reçoit une alerte sur son iPhone qui lui dit « Un AirTag inconnu se déplace avec vous ». Alors là, elle ne comprend pas du tout. Elle se met à chercher partout dans son sac et là, c'est la stupéfaction. Elle trouve un AirTag planqué dans une doublure de son sac à main et là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Elle en est sûre et certaine, c'est le mec de l'application de rencontre qui lui a mis ça dans son sac pour savoir exactement où elle habite et où est-ce qu'elle travaille. Sous le coup de la colère, elle décide de faire un truc vraiment dangereux. Inès, elle débloque le mec sur l'appli et elle lui renvoie un message en lui disant qu'elle est désolée pour son comportement et qu'elle aimerait bien le revoir. Le mec lui répond instantanément en lui disant qu'il était sûr et certain qu'elle allait changer d'avis et il lui donne rendez-vous le soir même au bar où ils se sont rencontrés pour la première fois. Bon, Inès, elle arrive au bar quelques heures plus tard et le mec, il est déjà là. Elle fait genre que tout va bien et elle se met à table. Elle l'écoute parler pendant de longues minutes et à un moment, elle sort le AirTag de sa poche pour le balancer devant lui sur la table. Le mec, c'est un vrai psychopathe, il lui avoue à moitié que c'est lui qui a fait toutes ces choses horrible en lui disant « Attends, mais ça veut dire que tu as trouvé mes cadeaux ? Est-ce que tu les as aimés ?» À ce moment-là, Inès se retient de lui mettre une droite, elle lui dit que c'est un vrai malade mental. Et le mec, en entendant ça, il attrape le couteau pointu qui est sur la table, il se lève et il la regarde avec un regard rempli de haine et il lui hurle dessus en lui disant qu'elle a besoin d'un homme pour la protéger et que si ce n'est pas lui, ce ne sera personne d'autre. Donc là, le gars tient son couteau pointu à quelques centimètres du visage d'Inès et elle est complètement terrorisée. Elle ne sait juste pas quoi faire, mais tout à coup, un client du café voit ce qui est en train de se passer et il intervient. Au début, il essaye de parler gentiment au mec en lui disant simplement d'éloigner son couteau du visage de la jeune fille, mais il commence à le repousser et à le menacer également avec son couteau. Finalement, plusieurs personnes du bar s'en mêlent et ils arrivent à le maîtriser. Quelqu'un a eu le bon réflexe de prévenir la police qui arrive une dizaine de minutes plus tard. Il l'interpelle et il l'embarque. Inès, elle le raconte absolument tout. Le premier rendez-vous, le AirTag, le poème ignoble qu'elle a reçu, les chocolats remplis de verre et surtout, elle décide de porter plainte contre lui pour harcèlement moral.
moral. Vous imaginez bien qu'après cette histoire traumatisante, Inès, elle a décidé de désinstaller l'application à tout jamais. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que quand elle a rencontré ce mec, elle s'est vraiment dit qu'elle avait de la chance d'être tombée sur une perle rare. Mais finalement, c'était juste un énorme taré, peut-être même plus taré que toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Elle a eu bien raison de mettre fin à leur premier rendez-vous, mais jamais elle se serait doutée que pendant qu'elle était en train de payer sa consommation, le mec a fait tout un stratagème pour mettre un AirTag dans son sac pour pouvoir la localiser en direct. Après cette histoire, Inès, elle est vraiment restée choquée, elle n'a pas pu dormir pendant des jours, et surtout, pendant des mois, elle n'a plus jamais dormi seule dans sa chambre. Elle a constamment demandé à des amis de venir l'accompagner, et parfois même des membres de sa famille. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas réussi à refaire confiance à quelqu'un, et vous allez me dire, c'est plus ou moins compréhensible après ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Attention à ces applications de rencontre, je vous le répète, quand vous faites des premiers rendez-vous, faites-le toujours dans un endroit public, restaurant, bar ou quelque chose de peuplé. Comme ça, si jamais, comme le cas d'Inès, ça se passe mal, il y a des gens qui peuvent sauter sur le gars, lui péter la gueule et vous êtes safe. Enfin, je dis gars parce que dans cette histoire, c'est un homme, mais je ne doute pas une seconde que ça se passe également pour l'opposé. Donc s'il vous plaît, mes amis, faites attention à vous. Voilà, je vous propose de continuer et de vous raconter la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Lucie. C'est une jeune femme de 24 ans et elle vient tout juste de trouver un nouveau boulot dans un supermarché. Elle nous explique qu'elle a galéré plusieurs mois à chercher un truc stable parce qu'elle en avait marre des petits contrats de 3 semaines ou 2 semaines dans lesquels tu fais à peu près toutes les tâches possibles et imaginables et surtout où tu n'es jamais rappelé pour un CDI. Donc, quand elle a eu ce poste de caissière dans ce magasin, elle s'est dit que c'était une extrêmement bonne nouvelle. Ça lui permet de payer son loyer et ses factures, donc j'ai envie de dire, tout va bien. Lucie, elle vit toute seule dans un petit studio, un truc simple mais assez cosy comme elle le dit. Elle aime bien son indépendance, même si parfois elle se sent un petit peu seule. Et cette sensation, elle apparaît surtout le soir quand elle rentre et qu'elle n'a pas de compagnie à la maison. Et je vous avoue que moi, quand j'ai emménagé dans mon appartement, je l'ai vécu un petit peu. C'était pas dramatique, mais c'est vrai que de temps en temps, je me sentais un petit peu seul. Et je vous cache pas, depuis que j'ai mes 2 petits chats, c'est incroyable. Je suis vraiment devenu un daron avec 2 chats et c'est trop cool. Dès que j'ouvre la porte, ils sont là comme 2 sagouins à me regarder, enfin ça me fait trop rire. En tout cas, personnellement, moi ça m'a beaucoup aidé. Lucie, elle a ses potes qu'elle voit de temps en temps, surtout le week-end. Ils sortent, ils font des activités, ils vont boire des verres. Rien de bien fou, vous allez me dire, mais ça lui change quand même bien les idées. Elle nous explique qu'elle parle beaucoup à sa mère parce qu'apparemment elle s'inquiète tout le temps. Elle arrête pas de lui répéter des trucs du style fais attention le soir quand tu rentres, etc. Enfin bref, vous voyez le délire. Lucie, elle rigole en lui disant qu'elle travaille dans un supermarché, pas dans un bar à 3h du matin. Donc, il y a vraiment pas de quoi flipper. Mais bon, sa mère, elle est comme ça, elle a toujours eu peur pour elle, et on ne la changera pas. Le supermarché dans lequel Lucie travaille, il se trouve pas très loin de chez elle, à environ une vingtaine de minutes à pied. Et ce boulot, au début, elle le trouve cool. L'ambiance, elle est bonne, les collègues sont très gentils, les clients ne sont pas trop chiants, donc ça, j'ai envie de dire, c'est le principal. Et elle aime bien le fait que sa caisse, elle soit placée juste à côté de la sortie, là où il y a toujours un petit peu d'animation. Il y a d'ailleurs souvent un vigile qui est posté là, pas très loin, un mec tout habillé en noir avec un talkie-walkie si jamais il y en a un qui fait des bêtises. Et elle, au début, elle trouve ça rassurant. Elle se dit que c'est bien d'avoir quelqu'un qui surveille le magasin, surtout avec les nombreux vols qu'il peut y avoir dans les grandes surfaces. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle nous raconte qu'elle commence à remarquer ce vigile un petit peu plus. Pas parce qu'il fait peur, mais parce qu'il est toujours là, il est poli, il dit bonjour et au revoir aux clients qui entrent et qui sortent, et de façon générale, il est très aimable avec tout le monde. Lucie dit qu'il est plutôt discret au début, c'est genre un gars qui est très posé, pas du tout agressif, mais petit à petit, elle se rend compte qu'il est un petit peu trop présent. Il lui parle souvent, il pose des questions sur sa vie, des trucs anodins au début, du style « Est-ce que t'habites loin? Est-ce que tu bosses ici depuis longtemps ?» Elle répond sans trop se méfier parce que bon, c'est un collègue et puis il n'a pas l'air méchant. Sauf qu'à force, il devient un petit peu collant. Des trucs du style, il la fixe souvent lorsqu'il est à l'entrée du magasin, ou alors elle sent son regard qui est posé sur elle, enfin, c'est des trucs qui mettent un petit peu mal à l'aise. Et puis, plus le temps avance, plus il commence à lui parler dans des situations qui ne sont pas très appropriées. Par exemple, un jour, elle discute avec un client pour le renseigner et le vigile vient lui parler. Donc, elle est occupée. À ce moment-là, il lui a demandé « Est-ce que t'as une pause après ?» Et il a enchaîné avec « Tu fais quoi ce soir ?» Et ça, Lucie, devant le client, ça la gêne terriblement. Elle reste polie, elle répond vaguement parce qu'elle a pas envie de faire des histoires. Mais à l'intérieur, elle se sent pas vraiment tranquille. Au bout de quelques jours, il commence à venir la voir au vestiaire avant ou après son service. Il dit qu'il passe simplement pour lui dire bonjour et Lucie, elle trouve ça trop bizarre, mais elle ne veut pas passer pour une parano. Elle se dit que c'est peut-être juste un mec gentil, un peu maladroit, qui veut simplement discuter. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle se rassure comme elle peut. Un jour, il va lui faire une confidence qui est particulière. Il lui dit « Écoute Lucie, j'habite dans la même rue que toi. » Elle se dit que ce n'est pas possible parce qu'elle n'a jamais vu ce mec dans le quartier, mais lui, il insiste. Il lui dit carrément qu'il l'a déjà croisé plusieurs fois et qu'il la voit parfois rentrer le soir après le travail. Alors, forcément, Lucie, elle commence à flipper. Un soir, alors qu'elle est en train de rentrer du travail, elle voit que ce mec est en train de marcher derrière elle. Elle se retourne et
il lui sourit, il lui dit qu'ils font le même trajet et que c'est un drôle de hasard. À ce moment-là, Lucie, elle essaye de rester calme, elle discute un petit peu avec lui, histoire que ça ne devienne pas trop gênant. Mais à l'intérieur d'elle, elle sait que la situation n'est pas normale. Elle fait le trajet tranquillement avec lui et une fois arrivée à son immeuble, le mec lui dit « Bon ben, à demain Lucie ». Notre amie, elle monte chez elle, elle regarde par la fenêtre de son appartement pour voir la direction dans laquelle il va et là, c'est la stupéfaction. Le mec repart complètement dans la direction opposée, donc dans celle du supermarché. Elle capte tout de suite qu'il lui a menti et qu'il n'habite pas du tout dans le quartier. Pour elle, c'est simple, le mec voulait juste voir où elle habitait et elle nous raconte qu'à partir de ce moment-là, elle n'arrive plus du tout à être détendue au travail. Chaque fois qu'elle passe en caisse, elle sent qu'il l'observe, elle le voit traîner entre les rayons, faire semblant de vérifier des trucs, mais toujours sans avoir vraiment l'air de travailler. À un moment, elle en parle à une collègue en disant « Tu sais, le vigile, il est un petit peu bizarre, non ?» Sa collègue, elle hausse les épaules et elle lui dit « Franchement, je vais être honnête avec toi, je ne sais même pas qui c'est, je crois que j'ai jamais fait attention à lui. » Et c'est ça qui dérange le plus Lucie, parce que personne ne semble vraiment le remarquer. Elle se dit donc que peut-être que c'est elle qui exagère et peut-être qu'elle se fait des films, mais à l'intérieur, elle sait que elle n'a pas tort. Lucie, elle commence à remarquer que ce mec, il parle à personne d'autre dans le magasin. Il est souvent dehors pour gérer les entrées et sorties, mais quand il est à l'intérieur, il marche très vite, comme s'il voulait qu'on ne le voit pas. Et Lucie, quand elle passe à côté de lui, il lui dit toujours un mot, un truc du style « salut » ou « est-ce que t'as bien dormi ?» Voilà, à force que ça se répète, c'est vraiment malaisant pour Lucie. Un soir, elle sort un petit peu plus tard du boulot parce qu'elle a dû ranger la caisse et faire les comptes. Et quand elle descend vers les vestiaires, elle entend un bruit derrière elle. C'est pas fort, c'est juste un petit raclement de chaussures sur le carrelage. Elle se retourne et il n'y a personne. Elle reprend son sac et son manteau et au moment où elle se baisse pour attraper ses clés, elle voit un truc dans le miroir du vestiaire. C'est une ombre. Elle sursaute, elle se retourne direct, mais il n'y a rien. Elle pense alors qu'elle devient folle, elle sort en vitesse et quand elle passe dans le couloir qui mène à la sortie, elle voit le vigile qui est adossé contre le mur, les bras croisés, et il ne dit rien. Il la regarde, passer comme si de rien n'était, et à ce moment-là, Lucie, elle se dit qu'il faut qu'elle en parle, mais elle n'ose pas. Elle se dit qu'elle a peut-être mal vu ou qu'il était juste là par hasard, donc elle ne dit rien. Et évidemment, le lendemain, ça recommence de plus belle. Il la suit dans les rayons, il passe derrière elle quand elle range les produits, il commente ce qu'elle fait, genre des trucs débiles comme « t'es minutieuse toi » ou tu t'appliques bien, c'est bien. Et le pire, c'est que plus les jours passent, plus il devient envahissant à mort. Il sait quelle marque de café elle boit, il sait à quelle heure elle prend sa pause, il sait même quand est-ce qu'elle a prévu de poser des congés. Et à cause de tout ça, Lucie, logiquement, elle nous dit qu'elle commence à avoir peur d'absolument tout. Peur de croiser son regard, de lui-même, de lui donner la moindre info qu'il pourrait utiliser contre elle, au point où elle n'a plus envie de venir au travail. Bon, malheureusement, elle est quand même obligée, sauf qu'un matin, lorsqu'elle arrive, elle remarque un truc bizarre sur sa caisse. Quelqu'un a déposé une pièce toute collante avec un petit cœur tracé au marqueur dessus et absolument personne, ni ses collègues ni des clients, n'ont vu qui l'a déposé. Une des collègues lui dit « Écoute, t'as peut-être un admirateur secret », mais Lucie, elle ne trouve pas ça drôle du tout. Elle sent que c'est lui et c'est rien qu'une pièce, mais c'est comme un message pour elle. Un truc un peu en mode je pense à toi et tu devrais faire de même. Les jours suivants, Lucie au travail, elle essaye de l'éviter et elle fait tout pour ne pas croiser son chemin, mais c'est impossible. Plus les jours passent, plus Lucie, elle sent que ce gars, il va probablement tenter un truc parce qu'il a l'air vraiment obsédé par elle et elle a peut-être pas si tort. Un soir, elle finit son service plus tôt et elle décide de passer par l'arrière du magasin pour sortir afin de ne pas le croiser, sauf qu'en ouvrant la porte du local à poubelle, elle tombe sur qui? Eh bien, sur notre ami, le vigile. Il est là, dans le noir, avec les mains dans les poches, comme s'il l'attendait. Il sourit calmement et il lui dit qu'il voulait juste lui parler. Lucie, elle est tétanisée, elle n'arrive pas à bouger et elle a peur de crier. Il fait un pas de plus et là, elle sent son odeur qui la dégoûte. Elle trouve la force de lui dire « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît ». Et il lui répond « Je veux juste être sûr que tu rentres bien. Viens. » On y va ensemble. Notre amie, elle décide de feinter, elle lui dit écoute, il y a mon père qui vient me chercher. Et là, ce que le mec va lui répondre va la choquer complètement. Il lui dit mais Lucie, je croyais que t'avais plus de contact avec ton père. Notre amie, elle est figée sur place, elle n'a aucun souvenir de lui avoir donné une info pareille. Et le pire, c'est que c'est vrai. Elle se retrouve donc dans l'embarras et elle lui dit qu'ils se sont réconciliés. Le mec lui dit ok, rentre bien et passe le bonjour à ton père. Lucie s'éloigne doucement et elle l'entend dire au loin dans sa barbe enfin, beau papa. Sur le chemin, elle accélère, elle rentre chez elle en 10 minutes tellement elle est allée rapidement parce qu'elle se dit mais comment est-ce que ce mec peut avoir des informations pareilles sur moi sachant que je ne lui ai jamais dit. Et ça la travaille tellement que Lucie, ce soir-là, elle passe la pire nuit de sa vie. Elle ne dort pas tellement elle est perturbée, elle a peur de retourner au travail le lendemain et elle nous explique qu'à partir de ce jour-là, elle vit dans une angoisse constante. Elle a peur d'aller bosser, elle a peur de rentrer chez elle ou même peur de dormir. Elle dit que chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle imagine la poignée de sa porte tourner lentement sans
sans bruit et elle se dit qu'un jour ce malade, il va essayer d'entrer chez elle, c'est sûr et certain. Parce que, en plus de ça, souvenez-vous, il sait exactement où elle habite. Mais Lucie nous raconte que le jour où tout a basculé, c'était un matin normal, du moins au début. Ce matin, elle se lève comme d'habitude, elle prend sa douche, elle boit son café, elle se maquille et voilà. Dans sa tête, elle a tout prévu, quand elle arrive au travail, elle va ignorer complètement ce gars et faire son boulot et basta. Après tout, au bout d'un moment, elle finira quand même par comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Quand Lucie arrive au supermarché, tout semble plutôt calme. Elle s'installe à sa caisse, elle dit bonjour au client, elle essaye de sourire et de penser à autre chose, et pendant un bon moment, ça semble plutôt bien marcher. Elle se dit que peut-être il s'est enfin lassé et qu'il a compris qu'il la mettait mal à l'aise, sauf que, à un moment, elle le voit dehors, en face de la vitre, il ne bouge pas, il la regarde, et aujourd'hui, elle en est sûre, il ne travaille pas, parce qu'il n'a pas son badge, ni son oreillette, ni même ses vêtements de travail. Lucie, elle n'y prête pas attention, elle continue d'encaisser les clients, mais elle n'arrive pas à s'empêcher de regarder à travers la vitre. Et à un moment, lorsqu'elle regarde, le gars a disparu. Et ça, elle nous explique que c'est presque pire que de le voir derrière la vitre, parce que au moins quand elle le voyait, elle savait qu'il était là. Étant donné qu'il a disparu, on ne sait pas où il est. Une heure plus tard, Lucie, elle doit aller en réserve pour ramener des rouleaux de papier pour la caisse. Elle descend donc les escaliers, elle traverse le couloir et elle sent une odeur qui lui est familière. Cette odeur, elle nous explique que c'est une odeur de transpiration absolument dégueulasse. Et avant même d'avoir le temps de réagir, elle entend la porte de la réserve se refermer derrière elle. Elle se retourne et il est là, juste entre elle et la sortie. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Il ne sourit pas du tout. Il la fixe avec des yeux rouges et fatigués, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Lucie, elle recule doucement, mais lui, il s'avance. Il lui dit qu'il veut simplement parler et il lui fait une déclaration. Il lui dit qu'elle ne comprend pas, qu'il l'aime et qu'il veut la protéger. Il répète plusieurs fois qu'il ne voulait pas lui faire peur. Lucie essaye de le calmer, elle lui parle doucement en lui disant qu'ils peuvent sortir pour discuter ailleurs, mais lui, il secoue la tête. Il veut qu'elle reste là, avec lui, et il verrouille la porte à clé. Notre amie comprend qu'à ce moment-là, elle est enfermée. Elle crie, elle tape sur la porte de toutes ses forces, mais personne n'entend parce qu'il y a une radio qui couvre tous les bruits. Le vigile s'approche doucement d'elle, il lui attrape le poignet et il la serre fort en la regardant droit dans les yeux comme si c'était un cinglé. Notre amie se débat, elle arrive à lui griffer le bras et il la lâche. Elle profite d'une seconde pour se mettre à courir, mais il la rattrape très vite en lui tirant les cheveux et il la jette en arrière. Là, elle tombe contre un casier et sa tête, elle cogne hyper fort. Et dans la tête de Lucie, pour elle, c'est clair et net, c'est la fin, elle va crever ici. Elle essaye d'appeler et d'hurler à l'aide, mais l'homme met sa main sur sa bouche et lui murmure « Chut, sinon ils vont venir et je devrais leur faire pareil qu'à toi. » Là, Lucie, elle est en panique totale, elle mord sa main de toutes ses forces, lui, il se met à hurler et elle se dégage pour courir vers la sortie. Elle tourne la clé qu'il avait laissée sur la serrure. Par miracle, le mec a laissé la clé sur la serrure, donc elle arrive à la tourner. Et à ce moment-là, Lucie, elle fonce dans le couloir en hurlant. Ses collègues viennent pour voir ce qu'elle a et elle, la pauvre, elle tremble de partout. Elle pleure, elle n'arrive même plus à respirer. Ses collègues fouillent partout pour retrouver cet homme et le directeur est appelé ainsi que la police. Quelques dizaines de minutes plus tard, ils arrivent sur les lieux et c'est là que le truc devient vraiment tordu parce que quand Lucie raconte ce qui s'est passé au directeur, il la regarde sans comprendre et il lui dit « Mais Lucie, on n'a plus de vigile depuis des semaines, donc je ne vois pas de qui tu parles. » Lucie, elle insiste, elle lui dit le nom du mec, elle lui décrit tout, son visage, sa voix, et là, le patron du magasin sort son téléphone, il va sur l'ancien groupe WhatsApp du personnel et il lui montre une photo. C'est bien lui, mais sur cette photo, il y a écrit « Julien, vigile, contrat terminé le 2 juillet » et notre amie, elle reste figée devant la photo parce qu'elle ne comprend pas comment c'est possible. Le gars a été viré le même jour où elle a été embauchée, donc elle ne comprend que dalle. Bref, à partir de là, il y a une petite enquête qui est menée et au bout d'un moment, ils ont fini par avoir le fin mot de l'histoire. En fait, ce gars venait tous les jours habillé pareil avec un vieux badge et tout le monde pensait que c'était le vrai vigile. Après tout, les équipes, elles tournent souvent, donc c'est pas impossible de croiser des gens que vous n'avez jamais vus. Et Lucie, elle réalise que ça veut dire qu'il a passé des semaines entières à traîner autour d'elle, à lui parler et à la suivre sans que personne ne se doute de rien. Il était là juste parce qu'il l'avait prise en grippe le jour de son arrivée et qu'il a complètement flashé sur elle. La police, elle finit par le retrouver quelques jours plus tard, pas loin dans un squat à moitié abandonné. Ils ont trouvé plein de trucs sur son téléphone portable, genre des photos de Lucie à la caisse ou des notes sur ses horaires. Il avait noté absolument tout ce qu'elle faisait et tous ses jours de travail, etc. Donc, c'était vraiment une véritable obsession. Après cette histoire, Lucie nous raconte qu'elle n'est plus jamais retournée travailler dans ce magasin. Enfin, elle a essayé une fois, mais elle a vite vu qu'au bout d'une heure, elle faisait des crises d'angoisse. Et l'élément déclencheur, c'est qu'à un moment, elle a vu un vigile devant la porte. Ça lui a rappelé beaucoup trop de trauma, elle a écrit une lettre de démission et l'a posée le jour même. Quelques mois plus tard, elle a carrément changé de ville et aujourd'hui, elle arrive à en parler, mais on sent très bien dans son récit que cette histoire l'a probablement marquée à vie.
Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire et par conséquent de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Des histoires avec des mécaniques qu'on a déjà racontées sur la chaîne, j'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas, comme d'habitude, le plaisir était là pour moi de vous la raconter. Rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous propose de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, vous prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.